Et bonjour à tous, bienvenue dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie. J'espère que vous allez bien. Et ben moi, en tout cas, je vais super bien parce que j'accueille un poète, oui. Et en plus de ça, un poète qui a écrit un recueil. Et c'est une grande première pour l'émission Zeugma. On a accueilli des rappeurs, des slammeurs. Et là, on a un écrivain parmi nous qui a sorti un recueil. On en parle un peu plus tard. Donc son nom, c'est Dithyrambe de la Dancy, le nom du recueil. Et le poète que j'ai en face de moi, c'est Nin Miller. Bonjour Nin Miller. Bonjour Marie. Comment vas-tu ? Très bien, content d'être ici. Eh ben écoute, contente de t'accueillir dans l'émission Zeugma. Et donc Nin Miller, moi je connais ton prénom, mais Nin Miller, c'est intriguant. D'où ça te vient déjà et pourquoi ? Alors Nin Miller, c'est un pseudo que j'ai pris, qui m'a inspiré. Parce que je suis, grand fan, j'aime pas le mot fan, mais j'ai été inspiré par Anaïs Nin. D'accord. Henri Miller. C'est avant tout un hommage. C'est aussi une manière de traduire l'ouverture d'esprit de ces deux écrivains qui ont été des amants terribles, dont on connaît d'ailleurs les correspondances, qui étaient complètement enflammées. Et ils ont vécu au début du XXe siècle, ils sont plus de la génération de mes arrière-grands-parents, et ils m'ont inspiré dans cette liberté, dans cette quête de la liberté. Très bien. Dans une société très jugeante. Anaïs Nin d'ailleurs a écrit des essais réunis aujourd'hui sous un ouvrage intitulé « Être une femme », où elle dénonce la vue du puritanisme sur la sexualité. Anaïs Nin est très connue pour son journal intime, Henri Miller pour ses romans très autobiographiques sur sa vie, que ça soit aux États-Unis ou à Paris, parce que c'est des amants parisiens aussi. D'accord. Anaïs Nin est cubano-américano-française. Ok, très très bien. Voilà. Ok. Et donc ils se sont rencontrés au début des années 30. J'ai découvert d'abord Anaïs Nin. Ok, très bien. Et ensuite Henri Miller, que je connaissais de nom, mais dont l'œuvre me paraissait tellement impressionnante que je n'osais pas y aller. Ok. Et j'avais pas vraiment envie de publier ce premier recueil, peut-être par manque de confiance en moi, avec mon nom de famille, mon prénom. C'est aussi une manière de se détacher. Ok. Et oui, donc en fait, ce pseudo-là, il t'est venu pour ce recueil à proprement parler, ou c'est un pseudo que tu avais déjà en tête avant ? Ça fait depuis combien de temps en fait que tu as ce pseudo en fait, je l'ai pris au moment où il fallait me lancer. Ok, très bien. Très bien. Il y a eu cette volonté de me lancer aussi dans la publication. Le Dithyrambe de la Dancy comporte des poèmes qui ont été écrits il y a quelques années, d'autres plus récemment. Très bien. Et j'avais envie de me lancer dans l'aventure, peut-être pour mettre un premier pied à l'étrier, comme on dit. Et c'est venu à ce moment-là parce que justement, il y avait cette volonté de décrire la vie à travers sa cruauté, à travers la Dancy, justement, les hauts, les bas. Un caractère qui, moi, me suit parce que j'ai aussi mes petits troubles, j'ai mes faiblesses, j'ai mes moments d'euphorie. Et voilà, c'était une façon aussi de clamer un petit peu une liberté qu'on perd de plus en plus. Et j'ai mis Anaïs Nin dans Nin Miller en premier parce que c'est elle qu'on oublie le plus encore. Voilà, ah oui, mais tu sais que moi, en plus de ça, je ne la connaissais pas. Alors, Miller, oui, j'en ai entendu parler, mais en fait, j'ai jamais lu aucun de leurs livres, donc du coup, ça me donne très très envie de me plonger dans leurs univers. Sachant qu'en plus, là, tu me donnes vraiment envie dans le sens où tu parles de liberté, etc. Et c'est vrai que là, en ce moment, j'ai soif de liberté, donc j'ai plongé dans leurs univers grâce à toi. Donc c'est chouette. Et puis de toute façon, en plus, j'ai plongé dans ton univers et c'était super aussi. Merci. Et donc oui, Nin Miller, j'allais t'appeler par ton prénom parce qu'on se connaît bien, mais on en parlera plus tard, parce qu'on s'est connus dans le théâtre. On a fait du théâtre ensemble. Il y a 10 ans déjà. Oui, il y a 10 ans au Conservatoire de Nancy. Donc oui, Nin Miller, tu
tu es né en Lorraine. Oui. Et c'est vrai, quand on lit ton recueil, on a des impressions, parfois tu parles de saison, on a des impressions un peu de brume, voilà, en tout cas tu parles de nature aussi. Est-ce que, alors bon, en Lorraine, il n'y a pas que de la nature, il n'y a pas que de la brume, mais un petit peu, est-ce que cette région-là t'a beaucoup inspiré dans ton écriture ? Elle m'a inspiré par la force des choses, parce que j'y suis né, j'y ai grandi, j'y suis encore. C'est même un territoire dont j'ai du mal à me détacher. D'accord. J'ai un peu un rapport quelquefois conflictuel avec cette terre de Lorraine. Je suis originaire des Vosges. D'accord. Ça fait 20 ans que je vis sur Nancy. C'est aussi la ville de Nancy est un peu une ville d'origine pour moi parce que mon père est né ici. Et toute la famille maternelle est issue des Vosges. D'accord. Et c'est la nature, là pour le coup, l'aspect naturel est peut-être ce qui me détache le plus d'Henri Miller et d'Anaïs Nin, qui étaient plus des citadins. Qui, d'ailleurs, dans les correspondances, Henri Miller, à un moment, décrit Anaïs Nin son horreur de la nature parce qu'il doit la traverser en vélo. Et quand je te dis qu'il doit la traverser en vélo, il est capable de faire 40 km en une journée. Ah oui, ok. C'est abandonné. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et il y a une dizaine d'années, pour la préparation d'un projet, j'ai dû retrouver cette nature. Parce que je l'avais perdue aussi en vivant ici. J'y allais plus du tout. Et en découvrant les coins de nature autour de Nancy, le plateau de Malzéville, la forêt de Haye. Tout à fait. Et ça m'a rappelé aussi, moi, la nature vosgienne, donc les montagnes des Vosges. Les Vosges ont un caractère très ancien et un caractère très fort, qui peut être très brutal, au-delà de tous les stéréotypes qu'on véhicule sur les Vosges. Il y a cet aspect très étrange, un aspect que j'ai retrouvé seulement dans un endroit, un autre endroit au monde, c'était en Bretagne. Ah oui, ok, oui, très bien. Du Finistère. Ah oui, j'adore. Qui ont cette même vibration. Et donc oui, la nature refait partie même intégrante de ma vie. Elle est ce qui me permet le plus de me reconnecter à moi, ce qui me permet de voir aussi une certaine réalité que depuis le Covid notamment, on ne regarde plus. C'est assez dingue, le Covid aurait dû nous... C'est vrai, moi je me suis fait aussi cette même réflexion, j'ai pareil au moment du confinement, je me suis dit, puis même moi, je me suis dit ah oui la nature, c'est merveilleux, je regardais l'arbre qui était en face de ma fenêtre et je me suis dit de toute façon quand on sortira du confinement, les gens feront plus attention et en fait j'ai l'impression que c'est même pire. Il y a le côté un peu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est, ou alors c'est juste une impression, mais c'est plus frénétique, les gens sont plus pressés, j'en fais très certainement partie. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi de lire de la poésie, il y a une sorte un peu de recueil, quoi, quand on lit de la poésie ou quand on écoute. Donc, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a moins en tout cas, on prend moins ce temps-là. Je pense aussi que le Covid nous a mis un peu en face d'une réalité, c'est notre finitude, notre fragilité. Et c'est ce que j'aime dans la nature, c'est que quand on s'y perd, autant la ville, c'est le lieu de l'ego, de l'individu. On doit briller, être sous les lumières. En nature, en fait, on n'est rien. Oui, c'est vrai. On se rend compte qu'on est très peu de choses. Pour un peu qu'on aille en pleine nature, en pleine nuit, et qu'on regarde le ciel étoilé, on se dit... J'ai plein de problèmes dans ma vie, mais je regarde autour de moi et en fait, quelle est cette importance en fait ? Oui, c'est sûr. Ouais, ça fait du bien. Parce que c'est vrai qu'en plus, on le ressent dans ton écriture, mais c'est vrai que la ville, il y a un côté très... il y a beaucoup de bruit, beaucoup de lumière, t'es tout le temps happé par plein d'informations. Et c'est vrai que quand tu te retrouves face à la nature, en effet, tu te sens petit, mais en même temps, c'est tellement, ça fait du bien. Quelque part, tu donnes moins d'importance à des choses qui pourraient être futiles en fait dans la vie de tous les jours et auxquelles tu accordes beaucoup d'importance. Auxquelles on nous force aussi à accorder beaucoup d'importance. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que tu vois
le post-Covid où on s'est tous donné un peu bonne conscience en disant oui, on va retrouver la nature. Et en fait, c'est comme si on voulait la détruire encore plus. C'est comme si ce rappel de la mort, disons-le, parce qu'on a du mal à la nommer. Tu vois, je te parlais de finitude il y a quelques secondes. Oui. Mais ouais, c'est vraiment la question de la mort. Et ça me rappelle ce que Barack Obama, il y a une citation de Barack Obama qui... Alors, je sais pas si elle est apocryphe, je l'ai vu passer sur les réseaux, qui dit que 80% des problèmes du monde d'aujourd'hui vient de vieux hommes qui ont peur de mourir de l'insignifiance et qui combattent cela passe-moi l'expression, en foutant le bordel, quoi. Et c'est un constat que moi j'avais déjà fait. C'est un constat que j'ai fait par rapport, en comparant par exemple la génération de mes grands-parents, ou plus loin encore, la génération d'Anaïs Nin et d'Henri Miller, qui eux ont connu beaucoup moins de sécurité de vie, mais qui vivaient, qui étaient vivants. Et aujourd'hui, on est tellement happé par ces questions de sécurité, de attention, on peut tomber malade, attention, on peut mourir pour... oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Pense à la retraite, faudrait que tu mettes un peu de côté, tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a tous ces questionnements-là, en fait. Il y a tous ces questionnements, et j'ai vu... ma famille a été touchée par la mort de nombreuses fois. J'ai perdu des amis, des amants. Et j'ai remarqué souvent que quand on a cette mort en face, on se rend compte de ce qu'on vit ou de ce qu'on n'a pas vécu. Ouais. C'est Rousseau qui disait « J'étais fait pour vivre et je meurs sans avoir vécu ». C'est tout à fait ça. Ouais. Et ça m'a rappelé, ça me rappelle d'ailleurs une citation. Alors je sais pas si c'est un dicton qui vient des traditions celtes que m'avait rapporté un ami, qui disait « Ce n'est pas le nombre d'années dans ta vie qui compte, mais la vie dans tes années. » Ah ouais, c'est beau. Non mais c'est vrai en plus. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, c'est comment en fait on peut aussi vivre l'instant présent, pouvoir se projeter et puis aussi essayer. Moi, c'est pour ça que je fais de l'art aussi. J'essaye de trouver pas une réponse, mais en tout cas pas une utilité non plus. Mais je pense que ça me fait du bien et c'est nécessaire pour moi. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis justement, cette notion à la mort. Est-ce que c'est... Alors, c'était pas une question que je voulais te poser, mais je trouve ça très intéressant. Cette notion à la mort, est-ce que c'est ça qui te donne envie aussi d'écrire, de laisser quelque chose finalement sur le papier et peut-être à la postérité, entre guillemets, mais en tout cas de devoir partager tes mots, tes écrits? Est-ce que c'est ça en fait qui te... Je pense qu'il y a de ça. Il y a cette confrontation avec la mort que j'ai vue chez d'autres. Qui a un peu réveillé mon orgueil en disant je vais disparaître, il faut que je laisse une trace. Ouais. Et aujourd'hui que je t'en parle, je peux même dire que mon prochain objectif c'est de ne plus rien en avoir à faire, que je laisse une trace ou non, de toute façon je serai passé. Oui. Si je dois laisser une trace, c'est ce qu'on se disait avant que l'émission commence, c'est pour parler à d'autres générations. Là pour le coup ce sera plus le côté laisser un témoignage. Un peu comme une capsule temporelle auquel on pense énormément dans nos générations actuelles. Lancer une bouteille à la mer, dire peut-être qu'un jour on va découvrir le dithyrambe de la Dancy, je sais pas, dans 2000 ans, dans un décombre. Mais oui, tout à fait. Et en fait, finalement, si une personne, c'est ça qu'on parle, on pense souvent, en plus nous tous les deux, on vient du théâtre, donc il y a le côté un peu, c'est vrai que au début, on te flatte un peu quand tu fais du théâtre et donc tu te dis ouais, je vais avoir du succès, les gens vont me regarder, quand je marcherai dans la rue, les gens vont me reconnaître. Et puis après, au final, on se dit oui, c'est peut-être un peu futile de penser comme ça. Et c'est vrai que même ne serait-ce qu'une personne qui tomberait sur ton recueil, je pense que ça là, t'auras fait ton travail. Ou même maintenant, par exemple, tu vois, moi j'ai lu ton recueil, ça m'a fait du bien de le lire. Je suis sûre qu'il y a des lecteurs qui ont lu ton recueil, ça leur a fait du bien aussi. J'espère. Et les auditeurs et les auditrices de Zeugma aussi. Donc on va redire, c'est Dithyrambe de la Dancy. Et l'auteur, c'est Nin Miller. Et vous pouvez le retrouver sur Instagram. Oui, sous le pseudo Dionysis Eros. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est ma complexité. C'est gérer aussi mes multiples facettes, mes multiples personnalités.
Dionysis Eros, c'est plus le nom que j'aimerais donner à un autre art qui est l'art plastique. D'accord. Parce que j'en parle dans le dithyrambe, je dessine sur feuilles de sachet de thé. Oui, c'est vrai. J'ai toujours ce besoin de faire des trucs un peu bizarres, je pense. Et tu vois, ça c'est la part d'ego. Mais écoute, moi je te comprends aussi parce que moi c'est pareil. Donc, c'est de tester. Voilà, j'ai pas encore testé les sachets de thé, mais bientôt peut-être. C'est assez particulier. Bah, c'est aussi un hommage parce que ma grand-mère qui est partie cette année, quand j'étais petit, que j'allais en vacances chez elle, donc à Nancy. Pour moi, Nancy c'était le lieu de vacances. Elle me faisait toujours un tour de magie où elle défaisait un sachet de thé qui n'avait pas infusé, elle le transformait en cône. Pour moi, c'était de la magie, mais c'est juste de la physique pure. C'est qu'elle allumait le haut du sachet de thé et par l'effet de combustion, le sachet de thé s'envolait. Ah, trop beau. Ouais, pour moi, c'est chouette. C'était vraiment magique. Et voilà, j'ai abordé donc ce côté-là de l'art. Mais c'est vrai qu'il y a une part aussi d'enfance quand on lit ton recueil qui revient assez souvent. Je suis allé retrouver le gosse que j'avais été, parce qu'il y avait besoin de le retrouver. C'est ça. De le protéger vis-à-vis des attaques extérieures, notamment des adultes qui finalement sont des enfants qui vieillissent mal. C'est vrai. Il y a vraiment cette idée. Je pense qu'en fait, de zéro à la fin de la vie, c'est toujours l'enfant qui dirige. Oui, donc c'est cet enfant aussi qui te fait écrire. C'est cet enfant qui me fait écrire. L'écriture a été le premier corps qu'il a pris. Ok. J'avais 12 ans déjà que je voulais faire un roman. Et le dessin, bon, c'était les premiers arts parce que t'apprends plus à dessiner. Oui, c'est sûr. Quand t'es gosse. Et je dessinais des arbres, mais des arbres nus. D'accord. Parce que j'avais la flemme de faire les feuilles. Ouais, mais c'est intéressant. Parce que c'est vrai qu'en plus, là c'est moi qui extrapole, mais c'est vrai qu'en plus, quand on lit ton recueil, donc oui, tu parles beaucoup de saison, tu parles beaucoup de l'automne et aussi de l'hiver. Et donc, ces arbres nus qui ont perdu leurs feuilles. Ouais, je crois que j'ai commencé un peu par une vision un peu de la tradition celte. Parce que chez les Celtes, le Nouvel An, c'était Halloween. Ah oui, ok, ouais. Donc, il y a cette mentalité de dire, la vie commence dans le noir et après, on commence seulement à avoir la lumière du jour. C'est ça. Et je trouve que c'est très vrai. Oui, tout à fait. Et c'est mieux de le voir comme ça en plus. Oui. Finalement, il vaut mieux commencer par le noir et aller vers la lumière que l'inverse. De toute façon, on y retournera. Oui, non, mais c'est sûr. Comme on parlait de finitude tout à l'heure. Ouais. C'est ça, il y a ce côté qu'on y retournera, mais il y a aussi le fait que c'est quand on se retrouve un peu dans l'ombre qu'on se découvre soi-même. C'est dans l'ombre aussi, on doit rien à personne. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où on va rechercher le plus la chaleur humaine, l'amitié. C'est quand on se retrouve dans le froid. Oui. Et c'est là que tu vois aussi les vrais amis. Les vrais liens. Ouais. Les vrais liens. C'est quand t'es dans le froid, ouais. C'est toujours quand t'es dans le noir que tu trouves oui, tout à fait. une lumière. D'ailleurs, tu vois les étoiles la nuit parce qu'il fait nuit. Oui, totalement, c'est vrai. Et justement, moi, ça me fait penser, quand j'ai lu ton recueil, il y a, en tout cas, moi, il y a un aspect moi, qui m'a beaucoup plu, c'est l'instinct. J'ai l'impression que tu as une écriture très instinctive. Tu sembles écrire avec le ventre, mais tu vas m'en dire un peu plus. Et j'ai l'impression que tes mots sont bruts, et justement, moi, c'est ça qui m'a plu. Est-ce que, par ce biais-là, cet aspect-là, est-ce que tu refuses une certaine intellectualisation de l'art ? Enfin, est-ce que c'est-à-dire, est-ce que tu refuses une sorte d'élitisme, quoi, tu vois, ou pas du tout, ou tu te poses pas cette question-là ? Mais ça a l'air d'être instinctif, en tout cas. En fait, justement, je crois que j'ai voulu revenir vers l'instinct pour intellectualiser au moins mon écriture. Ouais. Si les lectrices veulent intellectualiser, ça ne m'appartient pas. Oui, tout à fait. Et maintenant que les mots sont sortis, ils ne m'appartiennent plus. Et ils seront intellectualisés, quoi qu'il arrive. Oui, tout à fait. Parce que les personnes vont le recevoir, mais pas par l'e-trip. Ils vont le recevoir par la vue. Ils vont déjà l'analyser avec leur cerveau. Soit ils vont l'accepter, soit ils vont le rejeter. Et après, ça descendra, ça s'infusera. Et comme le sachet de thé. Comme le sachet de thé. Tous rejoints. Oui. Mais il y a aussi ce côté où je pense que quand on est dans la création,
quelle qu'elle soit, on doit être instinctif. Oui. Et ça me rappelle beaucoup les mythologies gréco-romaines, surtout grecques, parce que j'ai été plus baigné là-dedans. Et les lectures de Nietzsche aussi, parce que l'année dernière, je lisais la vision dionysiaque du monde de Nietzsche. Et Nietzsche, bien qu'il se soit enfermé dans une sorte d'axe un peu monolithique, faisait ce rapport entre le Dionysos, les pulsions, les instincts, le côté très violent, et la transformation en apollinien, donc mettre la beauté, l'esthétique sur les blessures. Et je sais que l'art, pour beaucoup, c'est une thérapie. Oui. C'est une façon de se soigner. Et j'ai un peu je sais pas, par vantardise peut-être aussi, me dire que plutôt que d'être artiste, je préfère être serviteur de l'art. Ok, Ce qui veut dire que je serai obligé de me plier à une discipline. Oui. Et que cette discipline, c'est d'amener toutes ces choses les plus turbulentes, les plus violentes, les plus cruelles, mais de leur donner cette esthétique qui fait qu'elles sont acceptables. Oui, mais en fait, oui, serviteur de l'art, moi je te rejoins totalement. Et puis même, tu disais peut-être par vantardise, mais quelque part, c'est vrai que finalement, quelqu'un qui se réclame artiste, moi je trouve que c'est un peu plus vantard dans le sens où j'avais une prof de théâtre, mais c'était à Metz, qui nous disait vous ne serez jamais artiste, et tant mieux, parce que justement, l'art, c'est d'apprendre tous les jours, et vous serez artiste, mais dans très longtemps, et peut-être justement après cette finitude. Donc justement, justement, il vaut mieux être serviteur de l'art. Ouais. Je pense, le combat que j'ai mené ces 10 dernières années, c'était que je suis passé par le théâtre, j'ai voulu faire mon expérience au Cinoche. Les arts plastiques sont venus il y a 10 ans. Et il y a toujours ce rapport avec le public. Oui. Et dans l'écriture, alors là, je le mets à mal parce que j'ai publié, parce qu'il y a cette envie, tu vois, toujours d'exister quand même dans le moment présent. Bah oui. Mais il y a une acceptation aussi que peut-être que je ne serai pas du tout connu, que je serai un raté magnifique, et que ce sera, une fois que je serai mort, il y aura une reconnaissance. Et des gens qui se font de la thune sur mon dos alors que moi j'en aurais pas profité. Peut-être aussi. Mais voilà, c'est un peu, j'ai envie de te dire, ils écouteront l'émission en riant. C'est ça, ils retrouveront un vieil enregistrement comme ça. C'est ça. Et il y a ce côté de la lutte entre le personnage public qui veut exister aux yeux des autres. Et le personnage intime qui, lui, veut juste être. Et quelquefois, être, c'est n'être rien, en fait. C'est dire, j'ai pas de statut, j'ai pas d'image. Et c'est là où le rapport de la nature est super important. C'est qu'une fois que tu te retrouves en pleine nature et que tu as laissé un peu tout le reste derrière, tu te dis, putain, qu'est-ce que ça fait du bien de n'être rien, en fait. Ouais, c'est juste vrai. là, posé, t'as le vent qui te passe dans les cheveux, ou alors la pluie si t'oses aller te mouiller, le soleil qui te sèche, et tu dis... Ouais. Et en tant qu'occidental, avec cette tradition que nous les Blancs, on peut avoir de toujours vouloir maîtriser, d'avoir foutu la moitié de la planète en l'air et de continuer à le faire, parce qu'on est en train de se taper une Néandertal où on se rend compte qu'on a colonisé tout le monde, et puis que maintenant, il y a le retour de bâton qui vient. Bah oui. Et c'est le juste retour des choses. Et c'est de retrouver une humilité face à la vie, une humilité que les peuples autochtones et premiers ont toujours. Et dernièrement, tu vois, je disais que sous prétexte de l'écologie et de l'industrie verte, on était en train de détruire le dernier peuple autochtone d'Europe, les Samis. Ah oui. Pour aller implanter je ne sais quoi. Donc je pense qu'avant de vouloir se donner bonne conscience et dire je veux sauver la planète, il faut déjà se sauver soi-même, en fait. Et se sauver soi-même, c'est peut-être retourner à un état d'oubli de soi. Oui. D'ailleurs, ça, c'est totalement, ça me fait penser justement
au théâtre où quelque part on nous demande, quand on joue, on endosse un personnage, on joue un rôle, d'avoir un peu d'oubli de soi, même si on le fait aussi par ego, etc. Qu'est-ce que ça a été difficile pour moi. Oui. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre cette notion. Je crois que la vie ne m'avait pas assez brisé les os pour ça. Et c'est en ça que j'aime la vie, c'est que j'ai accepté sa cruauté. Ouais. Okay. Quand j'entends parler, tu vois, les plus fanatiques disent oui, la vie éternelle. La vie est déjà éternelle. C'est nous qui sommes périssables, on est juste des supports, quels que soient les êtres humains, les animaux, les plantes, les êtres vivants. La vie nous traverse, elle sert de nous pour continuer, et puis une fois qu'elle nous a bien usés, au revoir. Au revoir, merci d'être venu. C'est un peu ça. Et pour ton recueil, Neil Miller, donc oui, tu me disais qu'il y avait des poèmes qui étaient assez anciens, d'autres donc un peu plus récents. Ça se sent aussi parce que je pense aussi que tu as voulu jouer, dans le sens où j'ai ressenti un véritable hommage à la poésie, dans le sens où il va y avoir des structures de poèmes, on va dire assez classiques. D'autres fois, il y a de la prose. D'autres fois, en plus de ça, c'est même très visuel. Il y a des moments où tu utilises vraiment le visuel. Et donc, voilà, tu as forcément vécu un processus d'écriture. Par quelle phase tu es passé par ce processus-là? Est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que justement c'était très instinctif et donc c'était plutôt automatique? Est-ce que tu as été aidé aussi? Est-ce qu'on t'a lu? Comment ça s'est passé tout ça? Pas du tout. Là, la première lecture que les gens ont fait, c'est une fois que le recueil est sorti. D'accord. Donc, les éditions Hello, parce que oui, je tiens à le préciser, le Dithyrambe de la Dancy a été publié aux éditions Hello. Hello, très bien. Que j'ai connu à travers des ateliers d'écriture. Ok. Donc, parce qu'à Nancy, il y a beaucoup d'ateliers d'écriture. Il y a littérature au court-circuit de Tanguy Herbiterio. Il y a l'atelier d'écriture des Aiguilleuses au Bouclard par Isor Rinko. Il y a l'atelier de Romy à Vous connaissez ma femme. Donc c'est toute une communauté de slammers et de poètes que j'ai connu l'année dernière. Et de le bouche à oreille, plus les réseaux sociaux m'ont fait connaître cette maison d'édition. D'accord. J'y suis allé et je regrette pas. Et c'est là où j'ai été lu et entendu sur ma poésie. D'accord. C'est dans ces ateliers. Ok. Et le processus d'écriture du poème, tu vois, moi qui ai des aspirations aussi à écrire des nouvelles, des romans. Ça a déjà été fait d'ailleurs, mais il faut soit réécrire, soit annuler puis refaire un autre projet. Mais c'est vrai que la poésie, pour moi, c'est la plus instinctive. Elle utilise les émotions traversées sur le moment. Il y avait des poèmes que j'écrivais le jour où j'étais en 36e dessous. Il y en avait d'autres qui étaient là pour porter mon euphorie. C'est une façon de canaliser justement l'émotion quand elle devient trop insupportable, envahissante, dans le corps, qu'elle te met des angoisses pas possibles, ou alors que ton euphorie, que ta joie de vivre te rend complètement électrique, à partir dans tous les sens. Là, il y avait une sorte de canalisation qui se fait, et le jeu esthétique, notamment dans la versification, qui a un nombre de pieds ou pas, ça permet de structurer, en fait. Donc, c'est peut-être là, la contrainte que je m'offre, c'est de mettre une structure dans la construction. D'accord. Pour mieux laisser parler l'instinct et justement la pulsion. Ok, très bien. Et donc oui, on en revient un petit peu, mais parce que justement, on passe du coq à l'âne, etc. Mais c'est vrai quand on lit ton recueil aussi, donc Dithyrambe de la Dancy pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent, de Neil Miller. Quand on lit ton recueil, il y a aussi quelques références au théâtre. Donc on le ressent. Tu utilises le mot noir, silence, etc. Est-ce que je crois qu'il y a aussi une histoire de rideau à un moment donné où je sais c'est plus. Oui, c'est dans le même. Voilà, tout à fait. C'est celui-là. Et donc est-ce que c'est important pour toi, parce que justement tu m'as dit que tu avais mis un peu de côté le théâtre. Est-ce que c'est important qu'il revienne un petit peu dans ton écriture, ou c'est
Je crois même qu'il reviendra, même si je le veux pas. Ouais, ok. C'est le passage au théâtre n'a pas été une finalité pour moi, mais une sorte de marche sur l'escalier de mon existence. Très bien. Parce que pour moi, la vie, en fait, c'est un énorme colimaçon, et puis tu montes, jusqu'à trouver ta porte de sortie après, ciao. Et le théâtre m'a permis d'aborder tout l'aspect, la psychologie d'un personnage. Donc ça, c'est quand j'écris des histoires, quand j'en réécrirai surtout, parce que c'est un peu l'appel que j'ai en ce moment dans ma vie, c'est de me replonger vraiment dans la création littéraire. Ok. Donc de recréer des histoires, comme j'avais écrit cette pièce de théâtre qui avait fini mon conservatoire. Mais ce poème que tu cites, Lyrisme d'une autre vie, déjà je l'ai écrit alors que j'étais complètement malade. D'accord. Je me tapais une angine. Ok. Et c'était doublé par une rupture amoureuse. Ah, mais c'est souvent dans ces situations-là. Voilà. Mais... Oui. Et il y avait, je pense que c'est le premier poème où j'ai vraiment abordé la corrélation entre l'univers de la nature dehors, à travers la météo qui était complètement déchirée, et cette espèce de fièvre qui était en train de me gagner. Et ouais, il y a un aspect théâtre. Alors des années plus tard, quand j'ai lu les documents de philologie au sujet de Dionysos, et que j'ai appris justement que Dionysos était le dieu du théâtre, et que les pièces de théâtre étaient en fait des actes purement de culte. En fait, on honorait le dieu Dionysos à travers le théâtre, et on a gardé beaucoup de choses de lui, que ce soit le vin, les masques. On se doute pas à quel point c'est vrai, toutes ces mythologies anciennes sont encore là. Même si nos sociétés ont changé, que le monothéisme du coup a pris le devant depuis des milliers d'années. Mais il y a encore toujours ces racines-là. Et c'est pour ça que je te dis que le théâtre, même si je ne voudrais plus qu'il intervienne, fera toujours coucou par la petite porte en disant non, je suis toujours là. Ouais. Non mais oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi aussi, il sera toujours présent dans ma vie. Et donc, dans Insomnie en ville morte, on va justement parler un peu de quelques poèmes ou quelques passages. Donc, dans Insomnie en ville morte, page 32. Oui. Je le dis pour les auditrices et les auditeurs, comme ça ils pourront acheter Dithyrambe de la dent de scie de Neil Miller, et vous pouvez aller directement page 32. Donc tu parles de Nancy. Oui. Voilà. Et il y a un passage que je vais lire. Visite aux esprits subtils, cachés du jour et des utiles, muse des adeptes de la vie folle. Oui. Et justement, là on parlait beaucoup de la nuit tout à l'heure, de passer de l'ombre à la lumière. Et là, dans ce poème-là, on t'accompagne dans ta marche, dans la déambulation, dans Nancy la nuit. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent ? J'ai l'impression. C'est autant un rituel qu'une fuite. Ok. Je me souviens même que lors du 2e ou 3e confinement, je me suis fait choper par la police parce que je déambulais la nuit, que j'avais relâché bien les règles de sécurité. Il n'y avait plus les mots à s'inscrire, etc. Ouais. Mais qu'il y a un vrai besoin de marcher pour penser. C'est d'ailleurs au moment du confinement où le premier, je l'ai vécu avec des voisines formidables. Dans mon ancien appart, on avait le jardin, donc on était tranquille. Mais ça me manquait. J'avais beau avoir un jardin, il fallait que je marche, quoi. Ouais. Et c'est là où une de mes voisines, on avait regardé le sens du mot péripatéticien, péripatéticienne. Ah oui, on m'en avait parlé du Penser sens. En marchant. Ah oui, c'est ça, oui. Penser en marchant, ouais. Ça m'a fait rire. Oui. Et je me suis dit, c'est pas si faux. Dans les anciennes écoles antiques de philosophie, dans les cours, c'était en marchant que les cours étaient donnés. Eh oui, mais c'est pas faux. Enfin, moi, je sais que je réfléchis plus aussi en marchant. Moi, je marche beaucoup aussi. La marche, c'est un déséquilibre, en fait. T'es toujours soit sur un pied, soit sur l'autre. Oui.
Et c'est parce que tu avances que tu trouves l'équilibre. Et c'est assez édifiant, en fait, quand tu le pratiques. Et marcher dans les rues la nuit, il y a ce plaisir où la ville dort. Oui. Tout le monde se repose et toi, t'es un peu comme une sorte de gardien comme ça qui va au fil des routes, au gré des carrefours, à dire tiens, je vais prendre ce chemin-là. Moi, je me suis même laissé guider, voilà, une petite brise du soir qui caressait un côté ou un autre de mon visage et qui me disait tiens, va dans cette direction. Ouais. C'est vrai qu'en plus, marcher la nuit dans une ville, tu la vois d'une autre façon, en fait. Bien sûr. Tu la découvres autrement, tu découvres les ruelles, t'as les lumières, t'as des sculptures qui apparaissent, surtout dans Nancy, qui est une ville chargée d'histoire aussi, non seulement de cette histoire officielle, mais aussi de tout ce qu'on peut raconter sur la ville de Nancy, où l'ancien quartier Saint-Ève, c'était le coupe-gorge avant. Oui, tout à fait. C'était une image de cette ville qui, en plus de ça, a été un marais. Oui. Il y a cette énergie du marais. Je me souviens justement de l'une de nos professeurs au théâtre qui était de Paris, qui à chaque fois quand elle venait à Nancy, disait il y a une énergie lourde à Nancy. Ouais. Et c'est vrai. Il y a quelque chose en plus de cette ville qui retient. C'est une ville qui a été très embellie par l'architecture, par les dorures, etc. Mais je trouve intéressant de connaître aussi un lieu par son côté le plus sombre. C'est vrai. Et puis Nancy a des belles facettes, comme tu dis. C'est chargé historiquement. Il y a aussi il y a l'art nouveau. Mais justement, moi, j'adore parce que les bâtiments art nouveau, ou art déco d'ailleurs, il faut les voir. Parce que parfois, ils sont cachés par d'autres bâtiments qui sont pas très très beaux. Mais justement, j'adore cette ville parce que c'est une ville avec plein de trésors cachés. Oui. Et c'est ce qui m'attriste le plus avec l'architecture moderne aujourd'hui. Donc, on parle de l'école de Nancy. On en dit beaucoup. Et en fait, par exemple, de voir des lampadaires où t'as pas des coloquintes, par exemple, qui reprennent les codes de l'école de Nancy, ça me paraît triste. Ouais. Parce que justement, c'est comme ça que tu développes l'imaginaire des gens qui y vivent. Ah oui. Et dans cette époque où on se robotise tous, on n'a pas besoin, comme certains conspirationnistes le pensent, d'avoir de la 5G injectée par un vaccin pour être robotisé. Non, il faut juste avoir les yeux sur un écran H24. Et la lobotomisation se fait d'elle-même. Donc voilà, il y a tout cet aspect aussi. Et la tranquilité, et le fait aussi que je puisse être insomniaque et toujours inquiet. Oui, il y a aussi, il y a d'autres poèmes où tu parles. Là, c'est sur l'insomnie, mais je crois qu'il y a d'autres moments dans ton recueil où tu parles aussi de tes insomnies. J'en parle assez souvent parce que ça, c'est les inquiétudes qui traversent. Mais ça fait écrire aussi. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, voilà. Ouais, ça a été dans mon éducation. Je viens d'une famille où je n'ai jamais vu ni mes parents, ni même ma grand-mère chez qui je venais ici. Elle se couchait pas avant 1h du mat. Ah oui. Sauf qu'elle était devant la télé. Moi, j'ai enlevé la télé il y a 13-14 ans. Ça fait du bien. Moi aussi, je l'ai enlevé. On respire. Après, je m'informe, bien sûr, mais je m'informe quand je veux. Oui, voilà. Voilà. Aussi, parce que... La télé, c'est aujourd'hui un objet et de propagande et de production de produits humains, en fait. Et, tu vois, quand j'entends parler les gens qui veulent faire travailler les autres encore plus, et de leur dire vous travaillez que 35 heures, vous travaillez que 39 heures, ils oublient de dire aussi que toute personne qui travaille, quand elle rentre chez elle, va se mettre devant la télé, devant ses écrans, et de par la consommation de publicité, va faire gagner encore plus d'argent aux gens qui nous disent qu'on ne travaille pas assez. Ouais. Et en fait, tu te rends compte que du lever au coucher, en fait, on bosse pour eux. Oui. Et c'est peut-être aussi un acte de résistance d'aller marcher dans la vie de la nuit. Ouais. Oui, c'est vrai. De vaincre un peu cette peur de l'insécurité. Et Aujourd'hui, on nous dit on peut se faire agresser par-ci, on peut se faire agresser par-là. C'est vrai. Oui, c'est une réalité. On peut avoir un infarctus aussi juste en posant le pied à terre. Oui, aussi. On peut... voilà. C'est ce que ma grand-mère disait. On peut mourir à chaque instant avec son accent lorrain. C'est vrai qu'on peut mourir à chaque instant, mais c'est vrai que... Non, mais tout à fait, c'est...
Mais bon, c'est en fait, oui, d'accord. On entend souvent parler d'attaque au couteau, ou j'en sais rien, mais c'est vrai que très certainement, c'est sûr que ça existe. Mais voilà, le fait de pas trop tout le temps être submergé par ces informations-là, ça fait du bien. Et moi, par exemple, bon, je touche du bois, mais j'ai pas peur. En tout cas, j'ai pas quand je marche dans la rue, j'ai pas cette crainte-là. Enfin, en tout cas, ça m'a pas. Mais moi, je peux l'avoir. Mais après, je fais attention. Enfin, je veux dire, oui. C'est sûr. Ouais. Je peux l'avoir. Je sais que je me souviens d'avoir marché dans la rue en me faisant limite passer pour quelqu'un de fou ou de sombre pour être sûr qu'on ne vienne pas m'embêter. C'est sûr. Oui, ça peut arriver. Puis moi, en plus, en tant que femme, mais voilà, oui, non, mais c'est clair que ça peut bien sûr arriver. Mais on va dire que moi, les 3/4 du temps, tout se passe plutôt bien. Enfin, voilà. C'est ça. Et c'est pour ça que je préfère aussi prendre des petits chemins de traverse que les grandes artères. C'est peut-être aussi une façon pour moi de vaincre la peur. Aussi, peut-être. De l'affronter. Oui, voilà, de se lancer un défi. Voilà, qu'elle ne me domine pas. Que la peur redevienne juste à son objet, à son intérêt primal, qui est de dire, c'est juste, fais attention. Oui. Et justement, on parle de peur, de crainte, donc crainte de l'autre, mais aussi crainte de soi-même. Et quand on regarde plusieurs pages plus tard dans Self-Enemy, tu dis, mon plus grand ennemi, c'est moi. Oui. Ah oui. J'ai beau... affronter la vie, j'ai beau avoir des histoires de cœur, des histoires de trahison, des histoires inhérentes à la vie humaine, on est notre plus grand ennemi. Oui. Ne serait-ce qu'en en se laissant vivre à côté de nos bourreaux, ne serait-ce que, en refusant par exemple de nous détacher d'une situation alors qu'on sait qu'elle nous ronge, on sait qu'elle va nous bouffer. On a tellement peur de l'inconnu. Et ça, c'est un combat que je mène ardemment aujourd'hui même, tout le temps. Tu vois, j'arrive à presque 40 balais. Et non, je suis encore pétri de cette peur-là aussi, de cet inconnu, de changer de voie, d'être capable de retourner sur un ancien schéma parce que c'est plus confortable. Et c'est en ça qu'on est son principal ennemi et que je suis mon principal ennemi. C'est le fait aussi de lancer des projets et puis de tout envoyer valser parce que pendant 10 minutes, je vais avoir un moment de doute. Ou que, c'est vrai. Ou que j'aurai une baisse de courage. Et, c'est vraiment un combat contre soi-même. C'est le premier de combat de toute façon que je mène, c'est contre moi-même. Je connais ma propension à me détruire. Ouais, à l'autodestruction. Ah oui. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai intitulé le recueil Dithyrambe de la Dancy. C'est marrant parce que c'était une de mes premières questions, mais c'est bien. Enfin, je veux dire, t'avais répondu tout à l'heure déjà, donc c'est bien. Tu vois, comme je t'ai dit, c'est super, quoi. Tu réponds à mes questions, c'est chouette. C'est bien, je roule. Et le Dithyrambe de la Dancy, il y a ce côté-là, avec l'idée un peu, comme chez les alchimistes, de trouver ta propre perfection. Ouais. Et attention, quand je dis perfection, oui, tout à fait, oui. C'est pas être, être une statue, c'est trouver sa perfection à travers ses lumières et ses ombres. Et sa complétude. J'adore le mot complétude. Ah oui. Aujourd'hui, on est dans un monde très manichéen. Très le bien contre le mal. Oui, tout à fait. Contre le bien, puis il y en a un qui va vaincre, etc. Parce qu'on a l'impression que la vie, c'est un match de boxe. Mais je m'attache plus à la philosophie du yin et du yang. Tout se complète. Oui, quelquefois, le bien sert le mal. Et le mal peut se mettre au service du bien aussi. Et qu'il n'y a peut-être pas une vision binaire comme ça des choses. Ou quelquefois, ça peut être... c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est sûr. Toute une nuance. Oui, c'est plus profond que ça. Voilà, c'est une nuance, c'est des camaillots de couleurs. Et notre société occidentale a complètement perdu ça. Elle est tellement obnubilée par une sorte de place, de vie après la mort, de paradis, de félicité. Mais pour le coup, moi, ça me rappelle en plus, petite parenthèse, nos improvisations au masque quand on était au conservatoire avec ce sketch
du purgatoire entre l'enfer et le paradis. Ah oui, tout à fait. Tout le monde finissait par vouloir aller en enfer parce qu'il fait chaud et qu'on s'y amuse, là où au paradis il fait froid, quoi. Ouais. Et puis le purgatoire, voilà, entre les deux. Il y avait ce côté entre deux, et il y a cette idée du funambule aussi, où on est toujours sur un fil, et on peut tomber. Oui. Et on peut tomber d'un côté, on peut tomber de l'autre. Et il faut trouver le bon équilibre. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et justement, est-ce que, parce que tu parlais de cet aspect binaire des choses, quand on te lit, tu fais beaucoup référence aux mythes, on reprend, mais tu fais référence aussi à la nature. Est-ce que tu cherches une forme de spiritualité dans ton écriture ? Ah oui, c'est un travail. Ouais. Il y a cette recherche de spiritualité, parce que, par exemple, quand je vois la montée de l'extrême droite aujourd'hui, ils sont capables de te reprendre et la chrétienté et les dieux du Nord, ou alors comme le collectif gay Eros. Tu vas me dire, mais arrêtez vos conneries, en fait, les gars. Vous bouffez à tous les râteliers, vous réappropriez tout comme si, voilà. Alors que non, tu vois, il y a des fois, j'aime bien un peu me moquer des gens en m'insérant dans leur façon de penser. Oui. Et en retournant la chose un peu contre eux, en disant, mais je serais curieux de voir si les dieux revenaient, comment ils vous traiteraient, quoi. C'est sûr. Voilà, vous êtes derrière vos écrans, vous mettez une fleur de lys avec un drapeau tricolore, alors que le drapeau tricolore est apparu quand la fleur de lys est tombée. Oui, oui, c'est vrai que... C'est un peu aussi se réapproprier des symboles qui appartiennent à l'humanité et qui n'appartiennent pas à une caste. Parce que quand j'entends, voilà, les gens c'était mieux avant, les civilisationnistes qui nous parlent de remonter au temps ancien, j'ai envie de leur dire, allez-y les gars, vous allez vous rendre compte qu'avant la naissance c'est comme après la mort, c'est le néant. Et c'est surtout, voilà, tu vois, on parlait d'enfance au début, et je pense que les gens qui nous dirigent aujourd'hui sont passéistes parce que la seule chose dont ils se souviennent, c'est de leur enfance. Oui. Et ça me rappelle une conversation que j'avais eue justement avec une amie qui disait, en fait, le temps de l'enfance, c'est le temps de l'inconséquence. Et aujourd'hui, tout le monde rêverait d'être inconséquent. Ouais. Et quand je vois la montée des extrêmes, et notamment du fascisme, de l'autoritarisme, de l'empirisme, et que j'essaye d'analyser pour moi-même ce côté de pourquoi les gens veulent se plier autant. Parce qu'être libre, ça demande de faire des choix, de prendre des décisions, d'en assumer les conséquences. C'est vrai. Et c'est pas aisé pour tout le monde. Mais c'est ça aussi qui peut faire qu'on est victime de nous-mêmes. Et qu'on est notre propre ennemi, parce qu'on va vouloir aller se soumettre. C'est ça. Et laisser l'autre prendre la place et diriger, quoi. C'est Kerry James, ça me fait penser Kerry James qui dit, alors à peu près, je sais pas si c'est vraiment la phrase exacte, mais être libre, c'est choisir ses propres chaînes. C'est ça. C'est choisir sa propre soumission. Voilà. À qui on va se soumettre. C'est ça. Et c'est là aussi où, une fois j'en parlais avec des amis, où on se dit, voilà, depuis 8 ans, maintenant, on pointe du doigt le fait qu'il faut déconstruire le mécanisme de la domination. Et on attend à ce que le dominateur arrête d'avoir ce pouvoir-là. Alors qu'il n'arrêtera pas. Oui. Et à un moment, je pense qu'il faut qu'on s'interroge sur notre propre propension à la soumission. Quels sont nos mécanismes à nous qui font qu'on se soumet? On a un claquement de doigts de façon très, très inconsciente parfois. Et en même temps, c'est Kerry James qui... C'est Kerry James. C'est Kerry James, oui. Voilà. Il a un esprit qui dans le monde du rap a marqué son temps. Non, mais c'est sûr. Encore. Ah oui, tout à fait. Il est une référence. Et pour moi, c'est l'un des rappeurs d'ailleurs qui a le plus repris les codes de la satire du monde, de la critique du monde, totalement. Qui pour le coup a été un art très français. Et parce qu'aujourd'hui, voilà, on dit la France aux Français, mais on est très américain finalement. On est très binaire dans notre façon de voir les choses. Alors que non, on a ce côté très ambivalent où on peut être le pays de la bonne bouffe, du plaisir, etc. Mais le pays d'une révolte qui, quand elle éclate, peut faire vraiment trembler tout le monde. Et c'est peut-être aussi, moi, une tentative personnelle de retrouver
cette base-là que de briser mes propres chaînes imposées pour me dire, j'ai une chaîne, je vais aller la raccrocher à tel ou tel port. Et donc justement, par ce fait-là, par ce que tu me racontes, est-ce que tu penses que le poète a un rôle bien précis justement par rapport à cette société qui est un peu saturée de bruit, de plein de choses? Complètement. À partir du moment où on est dans les arts, et tous, que ce soit le jeu d'acteur, au théâtre ou au cinoche, les artistes plasticiens, ça me rappelle la phrase d'un artiste peintre, dessinateur, surtout Victor Sorène, qui disait « L'art est aussi inutile qu'il est indispensable ». Et à partir de là, et surtout dans l'écriture, dans le poète, par exemple, quand tu te rappelles que Homère, tous les écrivains antiques font des limites parce qu'ils les ont écrits. Que le poète a ce devoir, pour moi, de faire le constat du présent, d'esthétiser et d'imaginer une situation présente, et de porter un message, et de garder aussi certaines mémoires, et de faire avancer aussi la pensée en étant vraiment dans le présent. Donc oui, c'est pour ça que être artiste et utiliser l'art pour son ego, parce que pour moi c'est ça, être artiste, c'est j'utilise l'art mais pour mon ego. Être au serviteur de l'art, c'est un moment, je suis prêt à briser mon corps, à laisser s'étioler quelquefois des parts de moi. C'est Tolstoï par exemple qui dit qu'un écrivain, à chaque fois qu'il plonge sa plume dans l'encrier, arrache un bout de son âme et de sa chair. Ah, ok. Et tu vois, c'est dans ce côté où j'ai pu être autodestructeur, où on peut avoir quelquefois le sentiment de l'instinct un peu suicidaire, l'autodestruction. C'est de dire, plutôt que de mettre fin à mes jours ou de me détruire pour quelque chose qui ne m'apportera rien, c'est de savoir quel bout de mon corps, de mon âme, je vais aller arracher, puis je le laisse sur le chemin, et puis petit à petit, je vais jusqu'au bout de ma course, et j'essaye pas de retenir quoi que ce soit. Écoute, intéressant. Alors, Neil Miller, nous arrivons bientôt à la fin de l'émission déjà parce que... Pas que le pipelette. Non, mais c'est bien, c'est super. On a parlé plein de choses et puis en plus de ça, on a cité plein d'auteurs, donc c'est super. Et à chaque fin d'émission, je pose quand même quelques petites questions drôles. Pour terminer. Donc j'ai 2 petites questions drôles à te poser. Donc pour les auditrices et les auditeurs qui nous rejoignent, donc c'est Neil Miller qui est dans Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie, et il est venu nous parler de Dithyrambe de la Dancy. Donc n'hésitez pas à acheter son recueil, à le suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Donc au nom de Dionysus Eros. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et n'hésitez pas, à faire une petite recherche internet et à réécouter l'émission en podcast. Et donc, j'ai quelques petites questions à te poser. Et avant ça, je vais juste préciser, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur le bouquin, allez sur le site des éditions Hello, parce que le Dithyrambe de la Dancy est paru aux éditions Hello. Et vous aurez aussi un très large choix d'auteurs qui ne sont pas connus, qui sont émergents. Ah oui, c'est vrai que c'est... je pense faut les notamment encourager. à Jenny Miralto qui a publié Bird Paradise et qui aborde le sujet de l'acceptation du corps à travers la pole dance. Ah, ok. Et vous pouvez connaître Jenny Miralto d'ailleurs par son compte Insta qui est La Petite Lettrée. D'accord. Qui te fait faire des révisions de vocabulaire tous les dimanches. Ah, super. Ouais. Ok. Ah, super chouette. Voilà. Mais bon, on regardera. Et donc, 2 petites questions. Si tu pouvais tomber amoureux d'une figure de style, ce serait laquelle ? La métaphore. La métaphore. Ouais. Filet ou métaphore simple ? La métaphore simple, histoire de toujours être dans le flou un petit peu. Ouais. Ok, ça marche. Je crois d'ailleurs que tous mes amours sont des métaphores. Toutes mes amours sont des métaphores. Ouais. C'est beau. 2e question. Si tu écrivais un poème sur un tabouret, il serait tragique ou épique ? Épique. Ouais. Pour tenir l'équilibre.
Rien que pour essayer de déchiffrer les pattes de mouche après, ce serait épique. Vraiment. Bon, et puis troisième question, je dit qu'il y avait 2 questions, mais troisième question quand même. Bon, alors, on connaît un peu tes influences, parce que Nin Miller, donc on va quand même reciter les auteurs. Donc, Anaïs Nin, connue pour son journal intime, et ses nouvelles érotiques aussi. Oui. Et Henry Miller, connu pour son œuvre qui aborde la liberté d'être, placée dans un contexte de fort puritanisme aux États-Unis à l'époque. Il a passé, je sais plus, 30 ou 40 ans à se battre en justice. Ah oui. Pour être publié, pour échapper à la censure. Et donc, bon, là, comme on connaît tes influences, est-ce que tu pourrais me citer un poème, là, tout de suite, qui correspondrait? Si t'étais un poème, tu serais quoi? Un poème ou une chanson, hein, ça peut être une chanson. Eh ben, je saurais pas du tout te dire. Ah, peut-être tous les poèmes. Ou alors peut-être un poète, une influence comme je ça. serais peut-être juste un poème griffouillé sur le bord d'une page. Ah, joli. Juste ça. Ok. Juste une petite trace sur une page pour dire coucou, je suis passé. Très chouette. Et puis bon, allez, on... Parce que j'ai pas... C'était super, donc c'est vrai que c'est toujours... j'ai toujours du mal à finir les émissions, moi. Mais, et puis comme tu viens du théâtre, allez, une pièce de théâtre ou un auteur de théâtre qui t'influencerait. Ou une autrice de théâtre. Alors, il y a 2 pièces de théâtre qui me parlent. Il y en a une que j'ai jouée et qui m'a collé à la peau. C'est Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Oui. Et donc la nuit, d'ailleurs, qui revient. Voilà, où j'avais pris le rôle de Puck, le serviteur du roi des fées. Parce que lui mettre des têtes d'âne sur des êtres humains, j'avoue que c'est drôle. Et l'autre que j'aurais voulu jouer, et qui me traverse toujours en ce moment dans cette période actuelle politique, Lorenzaccio. Ah oui. J'adore Musset. Et Lorenzaccio m'a marqué. Parce que, outre... alerte spoil, outre le combat qu'il mène en se faisant passer pour le méchant, en se faisant passer pour voilà, ce pourceau des piqûres, comme on dit, de la famille Borgia, ben, son combat restera vain quoi qu'il arrive, parce que ben, une fois qu'il s'en va, cette même arcane du pouvoir qui revient en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Eh ben écoute, merci Nin Miller d'être venu merci à toi pour l'accueil. Dans Zeugma. Ah bah écoute, merci, c'était super chouette. Et puis en plus de ça, nos retrouvailles depuis une dizaine d'années, hein, je crois bien, voire 11 ans. Il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. 11 ans. Donc voilà, merci à toi. Donc tu es venu pour ton recueil qui s'appelle Dithyrambe de la Dancy, qui est sorti chez Hello Éditions. Et tu t'appelles Nin Miller. Et donc tu reviens quand tu veux dans Zeugma, tu es le bienvenu, et merci chères auditrices, chers auditeurs, c'était Zeugma, l'émission 100% slam, 100% poésie, et on était avec Nin Miller. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.